présente Thérèse Raquin d'Émile Zola, lu par Rebecca Marder. Chapitre 1. Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche, se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers, dont les étalages, gris de poussière, dorment vaguement dans l'ombre. Les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement les marchandises de reflets verdâtres. Au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans lesquels s'agitent des formes bizarres. À droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les boutiquiers d'en face ont plaqué d'étroites armoires, des objets sans nom. Des marchandises oubliées là depuis 20 ans s'y étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune. Une marchande de bijoux faux s'est établie dans une des armoires. Elle y vend des bagues de 15 sous, délicatement posées sur un lit de velours bleu, au fond d'une boîte en acajou. Au-dessus du vitrage, la muraille monte, noire, grossièrement crépie, comme couverte d'une lèpre et toute couturée de cicatrices. Le passage du Pont-Neuf n'est pas un lieu de promenade. On le prend pour éviter un détour, pour gagner quelques minutes. Il est traversé par un public de gens affairés, dont l'unique souci est d'aller vite et droit devant eux. On y voit des apprentis en tablier de travail, des ouvrières reportant leur ouvrage, des hommes et des femmes tenant des paquets sous leurs bras. On y voit encore des vieillards se traînant dans le crépuscule morne qui tombe des vitres, et des bandes de petits enfants qui viennent là, au sortir de l'école, pour faire du tapage en courant, en tapant à coups de sabots sur les dalles. Toute la journée, c'est un bruit sec et pressé de pas sonnant sur la pierre avec une irrégularité irritante. Personne ne parle, personne ne stationne. Chacun court à ses occupations, la tête basse, marchant rapidement, sans donner aux boutiques un seul coup d'œil. Les boutiquiers regardent d'un air inquiet les passants qui, par miracle, s'arrêtent devant leurs étalages. Le soir, 3 becs de gaz enfermés dans des lanternes lourdes et carrées éclairent le passage. Ces becs de gaz, pendus au vitrage sur lequel ils jettent des taches de clarté fauve, laissent tomber autour d'eux des ronds d'une lueur pâle qui vacillent et semblent disparaître par instants. Le passage prend l'aspect sinistre d'un véritable coupe-gorge. De grandes ombres s'allongent sur les dalles, des souffles humides viennent de la rue. On dirait une galerie souterraine vaguement éclairée par 3 lampes funéraires. Les marchands se contentent pour tout éclairage des maigres rayons que les becs de gaz envoient à leurs vitrines. Ils allument seulement, dans leur boutique, une lampe munie d'un abat-jour qu'ils posent sur un coin de leur comptoir, et les passants peuvent alors distinguer ce qu'il y a au fond de ces trous où la nuit habite pendant le jour. Sur la ligne noirâtre des devantures, les vitres d'un cartonnier flamboient. 2 lampes à schiste trouent l'ombre de 2 flammes jaunes. Et, de l'autre côté, une bougie, plantée au milieu d'un verre à quinquet, met des étoiles de lumière dans la boîte de bijoux faux. La marchande sommeille au fond de son armoire, les mains cachées sous son châle. Il y a quelques années, en face de cette marchande, se trouvait une boutique dont les boiseries d'un verre-bouteille suaient l'humidité par toutes leurs fentes. L'enseigne, faite d'une planche étroite et longue, portait en lettres noires le mot « mercerie ».
et sur une des vitres de la porte était écrit un nom de femme. Thérèse Raquin, en caractères rouges. À droite et à gauche s'enfonçaient des vitrines profondes tapissées de papier bleu. Pendant le jour, le regard ne pouvait distinguer que l'étalage dans un clair-obscur adouci. D'un côté, il y avait un peu de lingerie, des bonnets de tulle tuyautés à 2. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.